Tous les yeux sont rivés sur Ison. On y est, c'est le grand moment. Cette comète exceptionnelle. C'est un bloc de glace de 4 milliards et demi d'années. Elle ne passera qu'une seule fois. Elle se rue vers le soleil. Sur Terre, tout le monde retient son souffle. La comète est vivante. Non, elle est morte. La revoilà. Généralement, le soleil les avale entièrement. Traquée dans l'univers par les plus gros télescopes spatiaux existants. On observera cette comète depuis Mars, Mercure, la Terre, depuis des sondes spatiales qui scrutent et étudient le Soleil en permanence. C'est le rush. 3, 2, 1, décollage. Ce visiteur On dirait une comète. détient de nombreuses réponses. Les comètes font partie de nos meilleurs moyens de comprendre l'origine de la vie et de savoir s'il existe d'autres systèmes solaires comme le nôtre. La comète Ison. On n'a jamais rien vu de tel dans le ciel. Elle a défié les prévisions des spécialistes à de multiples reprises. Je m'appelle Dan Riskin et je suis à l'observatoire astronomique de Kitt Peak. Et voici le plus gros télescope solaire du monde. Nous avons suivi le travail des scientifiques chargés d'observer la comète lors de sa dangereuse approche vers le Soleil. Mais le voyage d'Ison ne commence pas là et son périple a pour le moins été extraordinaire. Je vous emmène à la rencontre de ces astronomes du monde entier mobilisés autour de la comète Ison. Tous les astronomes ont les yeux rivés sur Ison. Elle ne passera qu'une seule fois. Ça n'arrive qu'une fois par siècle. Venue d'une contrée mystérieuse située à 500 milliards de kilomètres, cette super comète se dirige vers notre Soleil à une vitesse fulgurante. Elle a été découverte par Vitaly Nevsky. Les astronomes amateurs du sud de la Russie connaissaient si bien le ciel qu'ils ont su que ce point minuscule venait d'ailleurs. Elle est presque impossible à repérer depuis la Terre. Quand on l'a vue, vous n'avez pas idée. Je vais vous montrer. Voilà ma comète. Elle déclenche la frénésie. Des satellites comme Spitzer, Swift et même Deep Impact l'aperçoivent. Une comète exceptionnelle, bel et bien vivante, et elle fonce à toute vitesse. Ça s'agite, mais on garde notre calme. Tout au long de son itinéraire, des mesures drastiques sont prises pour essayer d'en capturer des images. Il y a quelque chose là. Dans 25 minutes, on sera sur votre cible. Il s'envole. La planète astronomie est aux aguets. Bonne chance. L'importance de cette comète est sans précédent. Nous pensons que notre système solaire est en réalité entouré par une sphère de corps céleste appelée nuage de Oort et que la comète Ison fait partie de ce nuage. On ne l'a jamais vu auparavant. C'est l'occasion de mieux comprendre le mélange chimique qui a donné naissance à notre système solaire. Jamais irradiée par le Soleil, la comète est dans un état intact. Les comètes sont plus noires que le charbon et restent invisibles jusqu'à ce qu'elles s'activent dans l'orbite de Jupiter. Elles ressemblent à des boules de terre glacées. En approchant du Soleil, sous l'effet des radiations, la comète s'échauffe et son noyau de glace commence à se vaporiser. En fonçant, les comètes libèrent des particules de poussière et de roches sous forme de jets qui ruissellent vers l'arrière de la comète. C'est comme cela que naissent les longues et magnifiques queues qu'on voit dépasser. Le noyau glacé d'Ison a un diamètre de plus d'1 kilomètre de sang. Sa chevelure s'accroît. Sa largeur dépasse maintenant la taille de la Terre. Sa queue équivaut à la distance entre notre planète et Mars. Ison est un visiteur céleste qui est représentatif du système solaire primordial. C'est très exaltant. Mais les chances qu'elle survive au brasier solaire sont très minces. C'est la raison pour laquelle la communauté scientifique s'organise pour le passage de la comète. L'Arizona est le pays des étoiles, le paradis des astronomes. La plupart des gros télescopes du monde sont juste à 2 heures d'ici. Mais notre poursuite de la comète Ison commence un peu plus à l'est, au Nouveau-Mexique, en compagnie d'un groupe de scientifiques qui a dû se dépasser car le temps manquait pour construire une sonde spatiale. Ces routes ne sont plus trop fréquentées. Le calme plat règne à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Sauf ici, où cela fourmille jour et nuit.
Voici un hangar de la NASA. Mais ici, on ne lance pas de fusée. Cela fait plus de 40 ans que la NASA n'a pas envoyé de ballon planétaire. On veut savoir au plus vite si on peut débrancher la pompe à vide. D'accord. Ça s'agite, mais on garde notre calme. Il faudrait allumer le capteur à rayons UVB. La tension est palpable. Normal quand on s'apprête à suspendre pour 10 millions de dollars de matériel à un ballon. Si tu en as un neuf, oui, je suis preneur. C'est énorme parce que c'est l'aboutissement de 6 mois de dur labeur. Pietro Bernasconi et Andy Cheng dirigent une équipe de scientifiques chevronnés. La NASA est venue nous voir parce qu'elle nous croyait capables de faire ça. Et on a répondu présent. Mais le temps presse. La comète Ison a pénétré le système solaire interne et plus elle se rapproche du Soleil, plus son noyau glacé commence à révéler ses secrets. On a dû opter pour le ballon car c'est impossible de construire un véhicule spatial en si peu de temps. Ils vont utiliser un télescope qui a déjà servi en mission et des caméras flambant neuves. Une à infrarouge et une à ultraviolet. Nous cherchons à mesurer la quantité d'eau et de dioxyde de carbone, deux éléments volatiles très basiques. Ce sont des molécules simples qu'on trouve dans les comètes, dans l'espace interstellaire, et qui composent la matière organique nécessaire au développement de la vie. Quand de nouvelles comètes arrivent, elles nous donnent un aperçu des matériaux qui se sont condensés au moment de la formation du système solaire. Elles ont peu changé depuis, car elles n'ont pas subi la chaleur du soleil. Le lâcher est prévu dans 2 jours. Les conditions doivent être parfaites. Pour l'instant, la force des vents reste une inconnue. Mais une surprise les attend. On met tout en œuvre pour lâcher le ballon de la mission Bryson demain soir, aux alentours de 18h. On a ce front météorologique qui va s'approcher d'ici cet après-midi. Il passera ici ce soir et on aura une zone de haute pression. On attendait les conditions idéales et ça y est, elles sont là. Les lâchers de nuit sont extrêmement rares à Fort Sumner. En fait, on dit aux scientifiques que cela ne se pratique pas, car c'est presque impossible de réunir les conditions propices à un lancer de ballon le soir. Mais on n'aura peut-être pas d'occasion avant 5-6 jours. Il n'y aura pas d'autre briefing météo. On se voit demain à 13h. Bonne chance. En avant toute, le lâcher approche. On est surtout inquiet au sujet de l'éclat de la comète, parce qu'elle n'a jamais été observée aux longueurs d'onde qui nous intéressent. Et bien sûr, le ballon est chargé d'instruments neufs. Cela va marcher. On a réalisé tous les tests possibles. Ouais, on y est. C'est le grand moment. Chaque minute de la séquence de lancement est planifiée. Une équipe récupère la charge utile à 10 millions de dollars. La tension monte. Une seconde équipe déplie le ballon à 500 000 dollars. Déplié jusqu'au centre. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais sur le chemin du site de lancement, il rencontre un problème. Le loquet qui maintient le télescope en place s'est un peu desserré avant le déplacement. On a peur que le télescope ne se déploie pas. Donc on l'a réglé plus haut pour qu'il soit mieux fixé. Il vous faut combien de temps? 10 minutes. On continue de dérouler ce sac plastique géant de 160 mètres de long. Ils doivent s'activer s'ils veulent profiter de la fenêtre météo. Et voilà. Une fois la réparation effectuée, le gigantesque ballon est gonflé avec de l'hélium. Sa capacité sera alors de 40 millions de mètres cubes et il fera pratiquement la taille de 2 terrains de football. Tiens-toi prêt. Il flottera à une altitude maximale de 37 km au-dessus de la surface de la Terre. Voilà, le télescope s'est déployé. Le télescope s'est déployé, mais je pense que ça va aller.
Immédiatement après le lancement, le télescope retombe. Ce n'est pas grave, on n'est pas trop inquiet. De toute façon, on ne peut plus rien y faire maintenant. Ils essaient de régler le télescope à distance. Les premières nouvelles ne sont pas bonnes. Au petit matin, leurs craintes se sont révélées justes. Quand le télescope a passé le loquet, il s'est coincé derrière et on n'arrivait plus à le décoincer. On a essayé pendant des heures. On a fait tout ce qu'on a pu, en vain. C'était la fin. On ne peut pas récupérer le ballon à temps pour pouvoir observer la comète Ison. C'est un échec cuisant pour l'équipe. Une mission s'achève, mais d'autres sont en préparation. Il reste encore du temps. Nous sommes dans une usine de crème glacée. Et croyez-moi, ce qu'on s'apprête à faire est complètement givré. La température de ce congélateur géant est de moins 25 degrés Celsius. Notre défi d'aujourd'hui consiste à bâtir une comète d'une demi-tonne pour savoir ce qui se passera quand la comète Ison rasera le Soleil. C'est super de pouvoir créer cette glace. En charge de la fabrication, le professeur Peter Schultz, un géologue spécialiste des comètes de l'université Brown dans le Rhode Island. Il a joué un rôle central dans la toute première mission destinée à sonder le sous-sol d'une comète. Que va-t-on mettre dans notre comète ? Une comète est composée de glace carbonique, c'est-à-dire de CO2 glacé et de glace hydrique. C'est en quelque sorte le ciment du noyau. Ensuite, on a de la poussière cosmique formée à la naissance du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. On doit enterrer la glace carbonique. On y est presque. Alors, il y a de la glace dans l'espace ? Non, on va ajouter à ce mélange les constituants de la matière vivante. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. On va en mettre dedans. Alors ? Oui, ça a le goût de comète. Alors on en met. Un peu de nettoyant pour vitres en guise d'ammoniac, et notre comète est presque finie. Je vais vous montrer un truc. D'accord ? Venez. Toute cette vapeur, c'est en réalité du gaz qui s'échappe du noyau. On l'appelle la chevelure. C'est l'atmosphère de la comète. Elle est très dense. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir le noyau depuis la Terre. Il est caché derrière ce nuage. On sait qu'Ison, comme toutes les autres comètes, est certainement constituée à 70% de vide. C'est un flocon de neige fragile. Elle est superbe, mais je m'imaginais plus une comète sphérique. Pourquoi n'est-elle pas ronde ? Sur Terre, la gravité s'exerce vers le bas. Mais le centre de gravité d'une comète se situe dans le noyau, ce qui lui donne cette forme. Voilà. On sait que le noyau a des cratères, mais on ne sait pas s'ils se sont formés à cause d'impact sur le noyau ou à cause d'explosions venant du sous-sol. Comme un volcan ? Oui, mais un cryovolcan, un volcan de glace. Cool. Et pourquoi cette poussière de charbon ? C'est la couleur des comètes. Quand le gaz s'évapore, il laisse derrière lui une poussière très noire, comme celle-ci. Notre comète contient maintenant les mêmes éléments qu'Ison. Si on pouvait la propulser dans l'espace à la vitesse d'environ 200 000 km/h pour qu'elle heurte une planète, ce serait spectaculaire. Selon certains scientifiques, la majeure partie de l'eau terrestre provient de comètes glacées qui ont percuté notre planète. À l'université du Kent en Angleterre, on pense même que les comètes pourraient être à l'origine de la vie. Pour tester cette hypothèse, le professeur Mark Price mélange un composé organique à base d'acides aminés simples, les constituants élémentaires de la vie. Notre mélange est composé de glace carbonique, d'eau, d'ammoniac et de méthanol. On l'a refroidi à très basse température. Ensuite, on l'a versé dans notre pistolet, capable de générer la pression et la température nécessaires à la synthèse de ces acides aminés. Notre pistolet tire des projectiles à 8,5 km par seconde. C'est de l'ordre des vitesses qu'on rencontre dans l'espace. Si une comète s'était écrasée sur Terre, elle aurait tout à fait pu voyager à cette vitesse. Les atomes présents sont désintégrés et puis ils se réassemblent, mais de manière plus complexe. Assez complexe pour former des êtres humains ? Cela implique que si une comète avait percuté la Terre très tôt dans son histoire, cet impact aurait pu être le point de départ de la vie.
Par conséquent, si des comètes avec des éléments capables de produire de la vie entrent en collision avec des planètes ou des lunes, alors nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. De retour dans notre congélateur, cela fait maintenant 15 heures que notre comète repose. À quoi ressemble-t-elle maintenant? Elle est splendide. Elle ressemble à la comète Ison en train de dépasser Jupiter pour foncer vers Mars. Vous voyez la glace ici? Oui. En se rapprochant du Soleil, elle va commencer à s'évaporer. Vous pouvez voir des trous avec de la glace dedans. Comme sur la comète Hartley, dont on a pu avoir des gros plans grâce à une mission de la NASA. En commençant à s'approcher du Soleil, il se forment des geysers, des jets de poussière et de gaz. Quelle en est la cause? C'est probablement dû au contact entre des sols chauds et la glace carbonique à l'approche du Soleil. Nous allons maintenant simuler les effets de la chaleur du Soleil. Voyons ce qui se passe. C'est exactement ça. C'est aussi intense sur une vraie comète? Oui, mais on continue. Les éruptions ne s'arrêtent pas. C'est identique à un moteur à réaction. Est-ce que ça modifie la trajectoire de la comète? Pas juste sa trajectoire, mais aussi sa rotation, son oscillation. Les comètes sont en perpétuel changement. D'où notre intérêt. La planète Mars est sur le point d'observer un phénomène céleste. Sur Mars, on est les premiers à voir la comète. Une avant-première de la comète à travers les yeux de 2 robots et d'une sonde spatiale. C'est notre chance de voir de très près la comète. Et par là même, d'avertir les autres observateurs. Les robots Curiosity et Opportunity sillonnent la planète rouge, mais se concentrent rarement sur le ciel. Mais pour la comète Ison, ils vont faire une exception. Depuis la surface de Mars, on a essayé de regarder avec nos caméras embarquées, mais on n'a pas vu Ison. Il y avait trop de brume ou de lumière dans l'atmosphère. Toute la pression repose donc sur une sonde spatiale en orbite autour de Mars, le Mars Reconnaissance Orbiter. Normalement, on ne s'intéresse pas à ce genre d'objet dans le ciel parce que on se concentre sur la planète en dessous de nous. Nos instruments n'ont pas été conçus pour ça. Mais on les a et la comète est là, alors autant en tirer parti. La réputation de la caméra de 40 millions de dollars appelée HiRISE est en jeu. Jusque-là, elle a pris d'incroyables clichés. Mais parviendra-t-elle à saisir la comète Ison? On utilise notre meilleur télescope pour voir les choses à une résolution jamais expérimentée sur Mars. On a commencé à chercher Ison quand elle a traversé ce qu'on appelle la limite des glaces. À partir de là, la chaleur du Soleil est suffisante pour sublimer la glace sur la comète. Elle devient alors plus brillante. Aura-t-on des nouvelles d'Ison? Les comètes sont imprévisibles. On était très impatients. C'était le suspense. Est-ce qu'on allait voir quelque chose? Mais oui, on l'a photographiée. On la voit très légèrement. Elle est beaucoup moins visible que dans nos prévisions. Cela indique à la communauté scientifique qu'elle va devoir se préparer à un objet beaucoup moins visible que prévu. Nous sommes à l'intérieur du tube du plus gros télescope solaire du monde, situé à l'observatoire de Kitt Peak. Les scientifiques l'utiliseront pour observer Ison quand elle passera autour du Soleil. Mais avant d'en arriver à ce stade-là, on s'est posé beaucoup de questions au sujet d'Ison. Alors, on s'est rendu au quartier général du plus célèbre des télescopes, Hubble. Max Mutchler est un peu comme un détective. Cette fois, il aligne des caméras et opère une surveillance de l'insaisissable comète Ison. Chaque fois qu'arrive une relique du système solaire primordial et qu'on a la possibilité de l'observer de près, on se sent un peu comme un paléontologue découvrant un fossile. Les comptes rendus de ces dernières semaines indiquent que la comète pouvait être en train de se briser. On ne sait pas à quoi s'attendre. Max et son équipe emploient un télescope valant plusieurs milliards de dollars, Hubble, qui possède des caméras à très haute résolution. Ils pensent pouvoir prouver que la comète Ison est toujours là. On peut prendre des images très lointaines avec une très haute résolution pour étudier le noyau de la comète. La dernière photo d'Ison prise par Hubble remonte à avril 2013. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle ressemblait déjà à une comète. Elle avait beau être hyper loin, une queue s'était déjà formée et il y avait un jet très important dans la direction du Soleil.
Hubble dispose d'une seconde chance. Et Max veut s'assurer que le télescope sera parfaitement aligné. On sait que la comète passera ici, alors on choisit une région pas trop constellée. Donc cela se prévoit plusieurs semaines à l'avance. Puis on n'a plus qu'à attendre. Comme un retardateur sur un appareil photo. Et Max recevra les images dans sa messagerie électronique. Je reçois un email m'informant que des données sont arrivées. Je peux être au bureau ou à la maison quand ça arrivera. Voici à quoi ressemble une seule image. On distingue la comète, mais on voit aussi plein d'autres choses. Des rayons cosmiques, des traînées d'étoiles. Le genre de choses qu'on veut éviter quand on filme une comète en mouvement. Sinon, on se retrouve à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est passionnant de découvrir ces images pour la première fois. Jolt Leveille fait ensuite ressortir les couleurs principales du cliché à partir des nombreux filtres optiques du télescope. Notre but est de rester aussi fidèle que possible aux données et de pouvoir les visualiser au maximum. Voici le résultat final de l'image de la comète Eisen prise par Hubble. En avril, on voyait la comète éjecter de la matière à l'avant, probablement de petites particules de glace. Ce jet n'est plus là. Qu'est-ce que cela nous indique? Ce qui s'échappait de la comète il y a 5 mois est différent de ce qui s'échappe en ce moment. Pour moi, c'est juste cela. C'est apprendre les secrets de l'univers. Les comètes sont comme des petits messagers venus des confins du système solaire. La poussière de comète. C'est sans doute une substance granuleuse qui ressemble un peu à ça. Voilà de quoi faire décoller le plus grand observatoire volant du monde sur les traces d'Eisen. Nos caméras y étaient. Ceci n'est pas un 747 comme les autres. Voici Sophia. Derrière cette porte se trouve un télescope de 15 tonnes, ce qui en fait le plus grand observatoire volant de l'univers. De l'autre côté, une équipe se prépare à intercepter la comète Eisen. Le vol décolle de Palmdale, en Californie. Il ira jusqu'au Canada et reviendra. Diane Wooden, en charge de la mission, se prépare pour une nuit de travail. Qui veut du chocolat noir? Elle espère que ce vol de 10 heures répondra à quelques questions au sujet d'Eisen. C'est un mystère pourquoi cette comète est riche en gaz et pauvre en poussière. Sur beaucoup de comètes, c'est plutôt moitié-moitié. Mesurer la quantité de poussière renseignera Diane sur le lieu de naissance de la comète. C'est une région extrêmement froide, le berceau où se sont formées les planètes géantes. Resté dans l'obscurité pendant près d'1 million d'années, ce vestige d'un autre temps pourrait renfermer des secrets sur les origines de la Terre. La poussière d'Eisen est tout particulièrement précieuse. Cette comète passe pour la seule et unique fois. Elle est considérée comme intacte car elle n'a pas encore été irradiée par le Soleil. Elle ne passera dans le système solaire qu'une seule fois. C'est la seule et unique occasion qu'on a de connaître son histoire. 11 microns. Ce vol est pour Diane sa seule chance de percer les secrets de la comète. La trappe coulissante de 5 mètres de large s'ouvre. Après un voyage de 25 minutes, on sera sur votre cible. C'est le moment que Diane attend depuis des décennies. Les observations qu'on va faire ce soir, j'en ai rêvé avant même de connaître l'existence d'Eisen. Mais jamais elle n'a participé à un tel vol pour obtenir des données. On commence l'observation. Le télescope à infrarouge de Sophia a été conçu pour observer des objets au diamètre encore plus petit que celui d'un cheveu, comme les minuscules grains de poussière cométaire. Cette poussière n'est pas mesurable depuis le sol. Là-haut, le télescope de Sophia n'est pas perturbé par l'interférence atmosphérique. On va faire des observations par intervalle de 12 minutes. À la fin de chaque intervalle, on effectuera une rotation du télescope. On dirait une comète. En effet, mais je ne vois pas... Je la vois. C'est une vue de la comète obtenue par la caméra de guidage haute précision. On collecte des données. Mais pas pour longtemps. On a perdu la connexion. Ce n'est pas bon. J'ai toute ma base de données qui redémarre. Il nous faut au moins 20 minutes pour récupérer toutes les données. Vous redémarrez? C'est bon, prêt à redémarrer. Mais le temps presse.
La fin du vol approche. Il nous faut des données. À 19 microns? Ouais. On repositionne et on va collecter des données. D'accord. Pour Diane, c'est sa seule et unique chance de capter Eison. J'ai cru voir un truc flou par là. Mais c'est la déception, encore une fois. On a eu une panne de disjoncteur. On n'a pas pu le redémarrer. Ouais, arrêtez. On a 3 images de 45 secondes. En tout? Oui. On a quelque chose autour. Je ne sais pas si c'est propre à la comète. On a 2 images et 2 en négatif. C'est peu. C'est une petite réussite, mais synonyme de grands résultats pour Diane, qui voit ses prévisions confirmées. La taille et la distribution des grains sont normales. C'est juste la quantité qui est moindre. C'est une comète riche en gaz et pauvre en poussière. À 11 microns. D'accord. Eison rejette plus de gaz que de poussière à ce stade précoce de l'observation. Cela suggère qu'elle s'est formée très loin dans le système solaire, dans une région où la glace est plus présente que la poussière. Diane détient une réponse clé à une vaste énigme. Cette mission est vitale pour comprendre toutes les comètes. Diane comparera ensuite les résultats d'aujourd'hui avec les observations de comètes précédentes. C'est seulement en recueillant des informations sur chaque comète et en les comparant qu'on peut enrichir notre compréhension. Pour Diane, la mission d'aujourd'hui a répondu à ses attentes. Je suis Dan Riskin et je suis à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona, où ces astronomes, comme tant d'autres, suivent la trace d'une comète qui fascine la planète entière. Nous allons vous dévoiler les secrets de la comète Eison, d'où elle vient, où elle se dirige et ce qu'elle nous apprend. C'est un voyage international qui nous attend. Mais pas loin d'ici, une fusée a récemment expédié du matériel dans l'espace pour observer une dernière fois la comète avant son rendez-vous fatal avec le Soleil. Le site d'essai et de tir de White Sands au Nouveau-Mexique. Le bruit des décollages de fusées retentit dans l'air en permanence. Mais aujourd'hui, le pas de tir est réservé pour une mission spéciale destinée à suivre une comète. La question à 1 million qui nous obsède tous en ce moment, c'est: la comète a-t-elle déjà commencé à se fragmenter? Stéphane McCandless est un véritable spécialiste des fusées. Il en a lancé plein dans le ciel, mais jamais dans une telle urgence. La comète Eison avance à une allure spéciale, et la charge utile de sa fusée l'est tout autant. Ça m'a l'air très bien. Cette mission va nous fournir un point de comparaison sans précédent, grâce à un équipement spatial exceptionnel. Il s'agit d'un spectrotélescope. Il permet de travailler dans l'ultraviolet et d'avoir des images simultanément. Il a été conçu pour l'étude des galaxies. On peut observer des astres très éloignés les uns des autres, séparés par plus d'un demi-degré, ce qui correspond à la taille d'une lune. La matrice de micro-obturateur nous donne les moyens de viser jusqu'à 43 objets différents. Mais la mission de ce soir ne se concentrera que sur un seul. L'équipement scientifique est fixé en haut du propulseur d'appoint et du moteur fusée pour être expédié à 380 km au-dessus de la Terre. On essaie d'avoir la comète quand elle est le plus près possible du Soleil, là où elle reçoit un maximum de chaleur, mais où l'on puisse quand même avoir le temps de faire des observations. Le planning est serré. Eison se déplace plus rapidement que jamais et pourrait être englouti par des vents solaires dans moins de 10 jours. C'est l'occasion ou jamais pour Stéphane de prendre un dernier cliché d'Eison avant qu'elle ne subisse son sort fatidique. Comme cette comète est nouvelle et qu'elle provient du système solaire externe, on veut entre autres mesurer le ratio monoxyde de carbone eau. C'est une mesure essentielle. Ces mesures pourraient nous fournir la réponse quant à la distance parcourue par la comète Eison. On est quasiment prêt. Le lancement est prévu dans à peine 1 heure. Mais il y a un hic. On va retarder le décollage. La pompe fonctionne toujours. Le dysfonctionnement d'une vanne met en péril leur charge utile. Ça doit être lié au froid. On veut expulser tous les gaz résiduels et permettre l'évaporation des molécules et de l'huile. Si notre détecteur venait à être contaminé, cela affecterait nos données. On peut encore essayer 1 ou 2 fois, mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. On va être obligé d'annuler. Le coup est dur pour Stéphane. La vanne ne s'est pas fermée.
On doit se renseigner auprès de certaines personnes pour être sûr que cela ne se reproduise plus. C'est le rush. Pour rester dans les temps, tout le monde s'active. 3,90. Cela aspire toujours? Oui. Toutes les vannes sont fermées. C'était vraiment un problème de température. On peut réessayer. L'occasion suivante se présente 15 heures plus tard. Comme la distance entre la comète et le Soleil est maintenant réduite à seulement 26 degrés, l'observation ne pourra durer que 5 minutes. Un décollage raté est inenvisageable. L'équipe procède aux vérifications finales. Pas de voltage, pas de courant. On veut être sûr que quand on branchera le dispositif de mise à feu, il ne s'allumera pas accidentellement. Dans la salle de contrôle, il y a comme un air de déjà-vu. La tension est à son comble. On va remplir à nouveau le tuyau, en espérant que cela ne va pas fuir comme hier. Stéphane attend de voir si la vanne fonctionne. La pression est stable. Notre souci d'hier soir fait partie du passé. Le décollage va pouvoir avoir lieu. La fusée est parée. À la fin du compte à rebours, ils tourneront la clé et on espère qu'elle partira. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Plus 1, 27. Les résultats sont immédiats. La comète est au centre. L'imageur a capté la comète. Le parachute? Oui, d'accord. Oui, ça peut aller. Merci à tout le monde pour votre aide. La lumière est très diffusée. On n'a pas fini notre travail. Très brillante. Oui, très brillante. Stéphane a réussi à traquer la comète Ison. Personne n'a envoyé une charge comme celle-ci dans les airs. Pouvoir approcher une comète d'aussi près et collecter des données, c'est génial. Leurs premières observations révèlent qu'Ison libère de très grandes quantités d'hydrogène. Une chose inattendue. Est-ce là un indicateur de l'état de la comète Ison avant sa dernière danse avec le feu? Je ne veux pas me lancer dans des pronostics. C'est une comète, voyons. On est ravis d'avoir eu la chance d'assister à ce spectacle. Et on attend avec impatience de voir son évolution de l'autre côté. Ce bloc de roche et de glace de 4,6 milliards d'années n'a peut-être plus que 18 heures à vivre. La comète Ison approche du périhélie, le point de son orbite où elle frôlera le Soleil et ses quelques milliers de degrés, et où se jouera son sort. Le suspense est entier. J'y suis presque. Matthew Knight est au cœur du plus gros télescope solaire du monde, perché au sommet de Kitt Peak en Arizona. La meilleure place pour observer le sort de la comète Ison pendant son rase-mode solaire. Les miroirs renvoient la lumière du soleil dans ce tunnel et elle parvient jusqu'à nos instruments d'observation en bas. L'astronome Casey Lease ira bientôt s'abriter du soleil. En fait, on travaille sous terre. Où Carl Battams, à l'aide de caméras de satellite, suit les moindres mouvements d'Ison. C'est une caméra munie d'un coronographe. Elle peut observer autour du soleil en l'occupant avec un disque. On ne sait toujours pas ce que va faire la comète. Elle peut se fragmenter ou être vaporisée. D'intenses éruptions solaires menacent Ison. Et elle risque la désintégration sous l'effet de l'attraction exercée par le soleil. Si la comète survit à son périple autour du soleil, en guise de victoire, elle passera devant la Terre et nous pourrons tous l'admirer. On pourrait avoir un spectacle dans la nuit, ou pas. En attendant, regardez ça. Ces trois grands spécialistes des comètes rasantes seront aux premières loges. C'est le plus grand moment de ma carrière.
On est à moins de 24 heures du moment où elle va frôler le Soleil. C'est pour demain? Oui. Tout dépend de l'éclat de la comète. La nuit tombe. L'incertitude règne quant au lendemain. Le Soleil se lève, rendant les télescopes standards inutiles. Mais pour le télescope solaire, c'est le grand jour. Le miroir de plus de 2 mètres renvoie la lumière du Soleil jusqu'aux instruments situés 60 mètres sous terre. On va photographier le Soleil et la comète Ison. Notre but est de mesurer la température de la poussière et des gaz cométaires. Quand la fournaise solaire commencera à rôtir Ison, ce sera le grand moment pour Matthew. J'étudie les comètes depuis 13 ans et pendant tout ce temps, j'ai attendu ce moment. Seules quelques rares comètes rasantes offrent à Matthew la chance d'étudier leur composition. La chaleur du Soleil est tellement intense qu'elle fait fondre la roche et libère ses gaz. On pourrait détecter des éléments comme le potassium, le fer ou le calcium. On pense qu'il y en a, mais c'est très dur de mesurer ça depuis la Terre. Cela nous renseignera sur la formation de la comète et du système solaire. À 2 heures du Soleil, la comète se montre à la hauteur. Sur les dernières images, elle gagne en éclat. Sérieux? Oui, elle brille beaucoup. Super, tiens-moi au courant, merci. C'est très excitant, mais très stressant aussi. Puis, l'enthousiasme retombe. La comète a perdu de son éclat. Cela veut dire qu'elle est en train de disparaître. Le télescope solaire ne peut plus voir la comète dans le ciel lumineux. Du coup, Casey et Matthew non plus. C'est très décevant. C'est tout ce que j'ai à dire. Par chance, les images satellites fonctionnent très bien et donnent à Carl un aperçu des situations extrêmes auxquelles la comète est confrontée. Son sort va se jouer derrière le Soleil. Le Soleil exerce une force d'attraction gravitationnelle extrêmement puissante sur la comète et la déforme. Maintenant, on l'a perdue de vue. Elle s'est peut-être fragmentée ou vaporisée. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tous attendent et pensent la même chose. Était-ce les derniers moments d'Ison? Plus d'1 heure plus tard, on a du mal à y croire, mais quelque chose est réapparu. Je me sens beaucoup mieux qu'avant, vraiment. C'est comme jouer au loto, même si je dois admettre que les chances de gagner sont un peu plus grandes. Mais parier sur cette comète serait une erreur. Son éclat ne cesse d'augmenter puis de diminuer au cours des heures suivantes. Cette comète est en train de nous tuer. Elle finit par se dissiper et sa mort est officiellement déclarée. C'est tout un tas d'émotions. Cela n'arrive qu'une fois dans sa vie. Qui sait s'ils reverront une comète comme celle-ci? Mais le fantastique périple d'Ison leur a fourni assez de données à étudier pour les prochaines années à venir. On croit savoir ce qu'elle fait et elle décide d'agir différemment. C'est extraordinaire. Ça a été 2 jours de folie, surtout pour vous, Carl. Comment avez-vous vécu tout ça? C'était vraiment les montagnes russes. On a eu des hauts et des bas très intenses en suivant cette comète tout au long de son trajet. Mais ça s'est particulièrement accentué ces derniers jours. C'était « la comète est vivante ». Non, elle est morte. Elle brille davantage. Elle disparaît. On l'a perdue. Où est-ce qu'elle est? La revoilà. C'était vraiment extraordinaire. J'ai vécu les jours les plus palpitants de toute ma carrière. Superbe. Qu'avez-vous appris? On a énormément appris au sujet des comètes venant du nuage de Oort. C'est une classe de comètes différente. Elles viennent du système solaire externe et quand leur orbite frôle le Soleil, elles ont clairement des comportements différents. On a beaucoup appris sur la comète elle-même, sur sa composition et sur sa taille, mais on en a encore beaucoup à découvrir. Quelle est la prochaine étape? Là, on doit d'abord faire une petite pause. Il faut que je souffle un peu, car ces derniers jours ont été de la folie. Mais une fois que j'aurai repris mes esprits, on va regarder nos données et les analyser. On a là le plus gros ensemble de données relatives à une comète de toute l'histoire. Maintenant, il va falloir les passer en revue. Et c'est à quoi on va s'atteler.
La comète Ison n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Et si vous pensez qu'elle a suscité un intérêt monstre, attendez de voir ce que nous réserve le futur. Des mordus de comètes sont déjà à la recherche des prochaines. Comment étudier un objet qui se déplace à une vitesse 30 fois supérieure à celle du son? Les plus grands cerveaux du domaine se sont attaqués à la question et ont uni leurs efforts. On me dit vous êtes faux, c'est impossible. Et on leur prouve le contraire. Sur cet ancien site d'essai du programme Apollo, une équipe teste un harpon conçu pour s'enfoncer à la surface d'une comète. L'idée, c'est d'avoir une sorte de véhicule qui volerait au-dessus de ce qu'on veut prélever. Il enverrait un projectile pour prélever l'échantillon et le récupérer. Joe Noose et son équipe n'en sont qu'à la première phase de test. C'est le banc d'essai de notre baliste, une sorte d'arbalète géante. On l'a fabriquée à partir de 2 ressorts à lame de camion. Là en bas, un câble en acier de plus d'1 centimètre de diamètre. Il y a un treuil de 4x4 en haut pour pouvoir tendre et détendre le câble. Il remplace ce que font vos 2 doigts avec une arbalète. La cible, une variété de matériaux simulant les surfaces possibles d'une comète. Leur mission est de perfectionner le lancement et la récupération du harpon pour rapporter un échantillon parfait. Le sable est très fluide contrairement aux cailloux. C'est parti. On veut tester le système de la manière la plus approfondie possible. Et les cailloux représentent les pires conditions. Tire à 550 dans les cailloux. Tiens-toi prêt. Oui, il s'est enfoncé. Mission accomplie pour ce harpon. Bonne nouvelle. Pour sillonner la comète, Jessica Sunshine a prévu un véhicule spécial. Notre atterrisseur saute d'un endroit à l'autre pour explorer les différents terrains présents sur une comète. On descend très lentement comme un papillon qui se pose sur une branche. On essaie de minimiser les forces le plus possible pour éviter l'effet de rebond. Rien à voir avec le violent atterrissage sur Mars en 2012. Quand les gens pensent atterrissage, ils pensent à Mars. 7 minutes insoutenables. Nous, c'est 1h30 de tension. La tension fait partie intégrante d'une autre importante mission en cours depuis plus d'une décennie. Rosetta est un projet phare de l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec la NASA. C'est la première fois qu'on envoie une sonde de cette importance pour l'exploration d'une comète. La sonde Rosetta a rendez-vous avec la comète 67P au terme d'un voyage d'une décennie. Une fois à destination, elle accompagnera la comète dans son voyage autour du Soleil. En 2014, on va sortir de notre profonde hibernation de 10 ans. C'est le temps nécessaire pour accomplir un si long voyage. On va atterrir sur la comète. Les petites missions ne peuvent emporter que 4 ou 5 instruments. Nous, avec cette sonde, c'est un laboratoire entier qu'on envoie. Ces missions ne donneront pas de résultats avant longtemps. Mais les précurseurs continuent leurs recherches et explorent une par une les idées les plus folles, mais plausibles. On a vraiment hâte que notre vision de ces objets soit chamboulée à tout jamais. Quel voyage incroyable! Cette relique de 4,5 milliards d'années venue du système solaire externe est morte dans le feu sous nos yeux. On ne reverra peut-être plus jamais ça de notre vivant. Les scientifiques vont travailler pendant des décennies sur les données fournies par Ison. Et pour nous autres, c'est juste un rappel que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Depuis l'observatoire de Kitt Peak en Arizona, c'était Dan Riskin. Au revoir. Prête à dessiner? Oui, c'est parti.